Salut les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une odeur, d'une couleur, pour vous raconter l'histoire d'une fleur et surtout d'une plante qui symbolise le printemps mais qui symbolise aussi le deuil, la renaissance, qui est un peu symbole aussi de modestie. Bref, tout ça va se tenir dans une petite fleur qui s'appelle la violette, donc voilà son histoire aujourd'hui. Alors son nom déjà, le mot violette, ça viendrait du latin ancien viola, qui lui-même viendrait du grec ion, qui fait référence à la couleur violette et du coup par la même occasion à la plante. Alors une première question que j'aime bien poser, c'est qui de la fleur ou de la couleur a donné le mot violette et qui de l'odeur ou de la couleur a donné sa symbolique à la plante? Et on va voir, c'est pas si facile de répondre aux deux questions. Réponse à la première question, la couleur a inspiré le nom, mais la plante a donné son nom à la couleur, du coup les deux sont complètement imbriqués. Et la réponse à la deuxième question, est-ce que c'est l'odeur ou la couleur qui a donné la symbolique? Là c'est pas évident non plus parce que c'est en fait un petit peu les deux. Au niveau des couleurs, on voit déjà que c'est alors les couleurs claires qui vont annoncer plutôt la joie, la naissance, le renouveau, et les couleurs sombres qui vont annoncer le deuil. Le noir en général c'est la couleur qui annonce vraiment le deuil. La violette avec ses couleurs foncées, elle, symbolise plutôt le demi-deuil en fait. Et il y a autre chose qui est intéressante par rapport à la couleur, si vous voulez obtenir du violet, il va falloir mélanger du rouge et du bleu. Le bleu donc symbolise les cieux, le ciel, l'au-delà, alors que le rouge serait plutôt le feu et les entrailles de la terre. Et du coup la violette, elle, c'est un mélange des deux et elle se situe vraiment à la frontière entre la terre et le ciel. Et du coup elle symboliserait par cette couleur le passage de la vie terrestre à la vie dans les cieux. Alors l'odeur aussi a une histoire intéressante. Depuis toujours dans les rites funéraires, le parfum, les effluves odorantes symbolisent le passage dans l'au-delà. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de fleurs odorantes pour symboliser ça. C'est pour ça que dans les églises on brûle aussi de l'encens par exemple, parce que les effluves odorantes, les odeurs qui monteraient dans les cieux aideraient à guider l'âme des morts pour aller vers le ciel. Donc c'est aussi pour ça que dans l'Antiquité grecque et romaine, quand on brûlait les défunts, dans les cendres des morts on rajoutait souvent des fleurs odorantes et parmi lesquelles on trouvait souvent la petite violette. Donc voilà un petit peu pour l'origine de nom de cette plante et surtout la symbolique qui va avec. Du coup je vais vous parler un petit peu plus d'elle maintenant, de botaniquement comment elle est classée et avant ça quand même je vais faire un petit clin d'œil à d'autres violettes. Par exemple la violette des morts ou la violette des sorciers, dans le langage populaire ça représente plutôt la pervenche qu'on trouve en sous-bois. Vous avez aussi la violette de Provence qui est une figue ou le violet de Provence qui est un artichaut. Donc là, non, je vais vous parler de la vraie violette. Celle-là, elle fait partie de la famille des violacées. C'est une famille qu'on trouve un peu partout dans le monde. On en trouve plus ou moins 800 espèces qui sont réparties selon les classifications entre 16 et 23, enfin une vingtaine de genres différents. Le genre dont on va parler aujourd'hui, ça sera le genre violet. On en trouve donc plus ou moins 400 espèces. Les botanistes purs, ils se cassent un peu les dents là-dessus parce qu'il y a plein de groupes. Alors on a créé du coup des catégories, des sous-catégories pour les classer. Moi j'aime bien la petite astuce pour différencier. Alors dans ce genre viola, on trouve la pensée, enfin les pensées et les violettes. Et d'autres petits sous-groupes dont je ne vous parlerai pas ici parce qu'on ne va pas les compliquer, mais les plus connus, voilà, les pensées et violettes. Et pour réussir à faire la différence entre les deux, on dit plutôt la violette fait la tête et la pensée sourit. Ça, vous regarderez de plus près les pétales des fleurs. La violette, elle a sur ses 5 pétales, 2 en l'air et tous les autres vers le bas, du coup voilà, elle penche un peu la tête. Alors que les pensées ont un seul pétale vers le bas et tous les autres qui sont vers le haut. D'où le côté violette fait la tête, pensée sourit. Si vous mémorisez ça, vous arriverez à différencier les deux. Donc je reviens à cette violette. On en connaît plusieurs des violettes, il y en a pas mal d'espèces. Celle qui moi m'intéresse le plus, c'est la violette odorante, celle qui pousse vraiment tôt au printemps maintenant et dont on peut consommer les feuilles, les fleurs. Violette odorante, c'est pas la seule à être odorante, elles sont pas nombreuses à l'être mais c'est pas la seule. Il y a la violette de Parme qui est très odorante aussi, et la violette de Parme qu'on connaît beaucoup, en tout cas moi dans ma région ici dans le sud, c'est la violette de Toulouse qui est un cultivar de violette de Parme. À l'origine c'est quand même violette de Parme. Alors cette violette du coup on la trouve en fleurs maintenant, mais c'est une plante vivace qui pousse du coup toute l'année. D'ailleurs dans ses noms populaires on l'appelle violette de mars, violette de février dans certaines appellations en patois. Et d'ailleurs pour la petite histoire, vous savez que le mois de février, le mot février viendrait de fièvre parce que c'est le mois du printemps où on peut avoir des fièvres. Et du coup vous savez qu'en général les plantes poussent plus ou moins au bon endroit au bon moment, et celle-là a longtemps été utilisée pour soigner les fièvres. On y reviendra tout à l'heure. Alors quelque chose de très intéressant avec cette fleur, elle fleurit maintenant au mois de février-mars, c'est là qu'on la voit le plus, c'est là qu'on la sent, c'est là qu'on l'utilise. Alors
Elle a des belles couleurs chatoyantes, attirantes pour les pollinisateurs. Elle produit beaucoup de nectar, donc à l'arrière de la fleur il y a un petit éperon dans lequel le nectar se concentre, donc les abeilles viennent butiner. Pour certaines abeilles c'est un peu trop profond, elles ne peuvent pas y aller, mais les bourdons eux ils sont un peu plus bourrins, ils vont faire un trou dans cet éperon derrière et les abeilles par derrière vont profiter de ce trou pour aller prendre ce nectar. D'ailleurs on le voit souvent, et là j'en ai une, on voit qu'il y a un trou là bien net derrière. Donc elle attire les pollinisateurs, elle fait du nectar, du pollen, tout ça, mais la fleur est stérile. Ces fleurs-là ne produisent pas de graines ou quasiment jamais de graines. Et cette violette, après cette floraison-là, 1 ou 2 mois après, il va y avoir une autre floraison qui sera un peu plus discrète. Donc ces deux floraisons, elles ont un nom en langage scientifique. Ça c'est les fleurs chasmogames. Et celles qui viennent après, c'est les fleurs cléistogames. Alors on va faire un peu de grec. Chasmogame, donc chasmo ça veut dire ouvert, et gamme c'est tout ce qui a trait à la reproduction sexuée. Donc reproduction ouverte, chasmogame. Et les fleurs qu'on voit après, elles sont cléistogames. Ces fleurs-là, elles n'ont plus de pétales, elles ne produisent pas de nectar, elles sont très discrètes. On le voit même au niveau du port de la plante. Au printemps maintenant, les feuilles ont des tiges assez courtes, donc ça fait une plante un petit peu touffue avec les fleurs qui vont bien au-dessus, donc on le voit bien là derrière moi. Les fleurs sont au-dessus, on les voit bien. Par contre, les autres fleurs qui sont cléistogames, celles qui sont sans pétales, sans odeur, à ce stade-là, les feuilles sont beaucoup plus longues, plus érigées, les fleurs sont sur des tiges beaucoup plus courtes et là on ne les voit pas, elles n'attirent pas de pollinisateurs et elles s'auto-pollinisent. Il n'y a pas de fécondation croisée du coup. Avec ces fleurs-là, il n'y a pas du tout d'hybridation entre les différentes violettes. Alors après, on va dire oui, il y a plein d'hybrides dans les violettes, on en trouve plein de différentes. C'est parce que la plante ne fait pas que les fleurs de printemps maintenant au mois de février-mars et elle ne va pas faire seulement les fleurs fermées après. Il y a tout un tas de stades différents entre ces deux-là. Et sur ces stades-là, on va trouver des fleurs qui sont à base chasmogame comme ça, donc avec du nectar, des pétales colorés et une reproduction ouverte. Et qui commencent à être un petit peu fertiles, qui commencent à aller vers la fleur cléistogame. Et du coup, à ce moment-là, elles peuvent être pollinisées, il peut y avoir des croisements, des hybridations. C'est pour ça quand même qu'on trouve beaucoup de violettes différentes. Une autre particularité qui me plaît beaucoup chez la violette, c'est la façon qu'elle a de diffuser ses graines. Elle en a deux aussi, donc selon le type de violette, il va y en avoir certaines qui vont avoir des fruits, donc c'est 3 espèces de gousses, ça ressemble un petit peu à des haricots, avec des graines à l'intérieur, donc des gousses ouvertes avec les graines bien apparentes. Et selon l'humidité de l'air, les gousses vont se refermer, se resserrer sur les graines et au bout d'un moment ça va finir par éjecter les graines, un peu comme le noyau d'olive qu'on pince entre les doigts et que voilà, ça part. Et d'autres types de violettes, et les violettes en général qui poussent un peu plus courtes, un peu plus trapues, vont avoir des tiges plus courtes et vont avoir des petits fruits qui vont faire des graines qui vont tomber directement au sol et qui vont être munis d'une espèce de petite excroissance huileuse. Les lyosomes, alors c'est un mot un peu technique, mais en gros c'est une graine sur laquelle il y a une réserve nutritive un peu huileuse. Et les fourmis adorent ça, donc là c'est les fourmis qui vont venir prendre ces graines pour se nourrir de cette réserve d'huile, de matière nutritive en tout cas, et qui vont les ramener jusqu'à leur fourmilière. Et du coup les graines vont être éparpillées comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle une plante myrmécophile qui vit en symbiose plus ou moins avec les fourmis. Alors le mot symbiose, on y reviendra dans une autre vidéo parce qu'il est intéressant. C'est pas une symbiose réelle fermée parce que les plantes peuvent vivre séparément, mais grâce aux fourmis, elle va pouvoir éparpiller ses graines un peu plus facilement. Donc voilà pour les particularités de la plante. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire de cette plante. Alors, en cuisine, elle est hyper intéressante, très utilisée. Il y a des chefs cuisiniers dans des restaurants qui se l'arrachent vraiment à prix d'or pour en avoir parce que cet arôme plaît vraiment énormément. D'ailleurs, il y a un petit truc intéressant. Est-ce que vous êtes déjà amusé à sentir une violette? C'est un parfum qui est vraiment très prenant, très fort, hyper intéressant en cuisine. Vous la sentez, ça sent très très bon. Vous la ressentez, voilà. Ben sans plus. Au bout d'un moment, si vous la sentez, je me suis chatouillé. Vous la sentez plusieurs fois et au bout d'un moment, vous sentez moins l'odeur. Donc on se dit, elle perd l'odeur. En fait, ça a une odeur particulière, il y a certains principes actifs dans la fleur qui font que ça endort un peu les papilles olfactives qu'on a dans le nez et au bout d'un moment, la fleur ne sent plus. Amusez-vous à le faire, quand elle ne sent plus, gardez-la la fleur, ne la sentez pas pendant un moment, allez respirer, 5 minutes, 10 minutes après, ressentez-la, elle va ressentir. C'est pas qu'elle s'est arrêtée de sentir, c'est que le nez s'endort un petit peu. Bref, donc celle-là en cuisine, elle est hyper intéressante.
mais la période de cueillette est quand même assez courte, donc il faut y être vraiment là au printemps. Par contre, les feuilles se consomment aussi, et là la période de cueillette des feuilles elle est beaucoup plus large. Et alors elles ont un côté adoucissant, mucilagineux qui va être hyper intéressant. On peut en mettre dans des soupes mixées, ça va faire un côté velouté très intéressant. On peut faire des pestos, on peut faire tout un tas de choses. Alors là je vous fais pas une vidéo cuisine, hein. Je pense que sur internet on peut en trouver des recettes et tout ça, vous pouvez trouver plein de choses super intéressantes. Mais sachez que vous pouvez le mettre dans plein de préparations différentes, la feuille c'est génial. Et quelques petites fleurs en dessus pour agrémenter, pour montrer qu'il y a des feuilles aussi dedans. Une particularité de la fleur quand même, c'est que alors, la couleur est très facile à capter. Par contre l'odeur c'est vraiment pas évident, c'est pour ça qu'elle est quand même toujours préférée crue. Donc on peut faire cuire cuire les feuilles et mettre à la fin de la cuisson mettre les fleurs pour donner vraiment ce parfum. Une fois cuit, ce parfum il se perd assez facilement. Il y a quand même certaines techniques qui permettent de le garder un petit peu. Par exemple on peut la faire macérer. Vous pouvez faire une huile, un vinaigre aux violettes, donc vous remplissez un récipient, une bouteille avec des violettes et vous couvrez d'huile ou de vinaigre, et ce vinaigre, cette huile, vous pouvez l'utiliser après pour faire des sauces, pour faire des vinaigrettes, ça aromatise. Et sinon il y a une recette de sirop à la violette que moi j'aime bien, et je vous la donne là en résumé, c'est très simple. Prenez un gros bocal, vous ramassez plein de violettes, donc vous faites une petite couche de violettes, vous couvrez de sucre, vous refaites une couche de violettes, vous recouvrez de sucre, vous refaites une couche de violettes, vous remplissez tout ça jusqu'à ce que le pot soit plein, on le ferme, qu'il soit bien hermétique, et ça on le met au soleil, une journée où il fait bien chaud, bien soleil, un endroit où ça chauffe un petit peu, le sucre va fondre, va capter un peu l'arôme de la violette et vous allez avoir ce sirop bien épais au fond qui sera bien aromatisé. Ça c'est un sirop qui est fait sans cuisson du coup, donc il se conserve pas très longtemps. Moi ça m'arrivait d'en faire un petit peu et même en le gardant au frais, une semaine après il avait tourné un petit peu, donc c'est à consommer très vite. Ou alors voilà, trouver peut-être un moyen pour que ça se conserve mieux, mais frais comme ça c'est vraiment un régal. Alors il y a une autre méthode qui pour moi on capte un peu moins l'arôme, mais elle est plus facile à faire. C'est vous remplissez un bocal, un grand pot juste avec des violettes bien à ras-bord, vous faites frémir de l'eau, une fois qu'elle est frémissante, vous versez l'eau dans le pot, vous fermez, vous laissez bien infuser, refroidir un petit peu. Une fois que ça, voilà, au bout de quelques minutes, vous pouvez ouvrir, filtrer ça, y faire fondre un peu de sucre dedans, et là vous obtenez un sirop qui est un peu plus dilué et qui a chauffé, donc ça perd un peu l'arôme, mais voilà, c'est un peu plus facile à faire et c'est quand même délicieux. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'avec ce sirop, du coup, pour les enfants, moi je sais que je fais par exemple beaucoup ça avec de la mélisse, de la menthe, je fais des sirops comme ça qui sont, comment dire, c'est récréatif, c'est bon, on aime bien boire du sirop, c'est sucré, mais ça reste un sirop médicinal, un sirop fait à base de fleurs de violette, c'est un sirop médicinal. Donc, dans la fleur de violette et aussi dans les feuilles, il y a pas mal de principes actifs différents. Il y a des mucilages, comme je disais déjà, qui vont adoucir, ça va être un bon pectoral, donc pour tout ce qui est inflammation, des bronches et compagnie, ça va être un adoucissant. Et en plus de ces mucilages, on va trouver de l'acide acétylsalicylique. Ça, c'est le principe actif qu'on trouve dans l'aspirine. Donc la fleur, elle va être bien pour tout ce qui est fièvre, rhume, grippe et compagnie. Tout ce qui est à fiévreux, en tout cas, voilà, ça va soigner ça. Donc quand vous faites un sirop de violette, en plus d'être délicieux, ben, ça peut soigner une petite fièvre passagère. Surtout si voilà, vous le faites vraiment là en saison maintenant, à la saison des fièvres, et vous avez le petit plaisir qui en même temps va soigner vos fièvres. Alors voilà pour les recettes avec les feuilles et les fleurs de violette. Je vous en partage une petite dernière rigolote. Fut une époque où on utilisait les fleurs de violette et de lavande pour faire une préparation qui entrait dans la fabrication de filtres d'amour. Alors, je ne l'ai jamais essayé celle-là, mais s'il y en a qui ont envie de tester, vous m'en direz des nouvelles. Alors, tant qu'on est dans les filtres d'amour et la symbolique, je vais finir cette histoire de violette par le langage des fleurs. Donc le langage, vous savez, c'est quand on offre un bouquet à quelqu'un pour lui signifier quelque chose, où chaque fleur va avoir un message, une symbolique différente. Alors comme je disais, la violette elle symbolise avant tout la modestie, la pudeur, l'innocence. Alors vous avez les violettes à pétales doubles, c'est-à-dire 2 rangs de pétales, elle est beaucoup plus fournie. Celle-là sera plutôt symbole d'amitié réciproque, donc ça c'est la fleur qu'on peut offrir à un ami, une amie. La violette blanche, elle sera plutôt symbole d'innocence ou de candeur. Et le bouquet de violettes, lui, symbolisera l'amour caché, l'amour discret. Voilà, j'ai fini pour cette histoire de violette, j'espère que ça vous a plu. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas tout dit, il y aurait eu tellement d'autres choses à en dire au niveau des principes actifs, des vertus médicinales. Il y a toute une symbolique par rapport à Napoléon qui aimait beaucoup cette fleur, mais à une époque où il était un peu rejeté de France, la fleur a été un peu attribuée à Napoléon et du coup elle a été un peu détestée. Et il y a un roi qui est arrivé un peu après et qui a fait symboliquement et nationalement une paix à la fleur pour que la fleur de violette soit réhabilitée. Et bon, ça c'était une histoire que je trouvais super intéressante, mais j'avais pas assez de détails de l'histoire pour vous la raconter là. En passant, je vous conseille un super livre de Bernard Bertrand dans sa série toujours Le Compagnon végétal sur la violette,
qui est très fourni, très intéressant. Donc si vous avez envie de lire un petit peu, je vous le conseille. Donc voilà, on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vraiment ça vous plaît, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee. Et puis un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. C'est vraiment grâce à vous que je peux faire tout ça. Donc merci, on se retrouve bientôt. Salut! Hayatus sakolam pahayatus son pahayatus topika tukasilatun totukasilatun topika tukasilatun totukasilayon niño tavilayon niño tavilayon niño tavilayon miule hemo etetin nuka vieru viscatin